C'est peut-être le mien d'ailleurs. Très bien. Oui, ça c'est quelque chose. Ah d'accord. Car elles sont plus compétitives. Et c'est pour cette raison que dans le cadre du pacte productif, Cédric O, qui pilote le groupe de travail numérique, consacrera une grande partie de ses travaux à la question des compétences et de comment adresser le manque de compétences dans le numérique. Voilà les quelques messages que je voulais vous transmettre. Je vous laisse maintenant dans les mains de Roland et d'Olivier pour qu'ils lancent le début du colloque. Je vous souhaite une excellente journée de débat. Merci beaucoup. Merci Agnès Pannier-Runacher qui donc passait la parole à Olivier Véran, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales, qui nous fait l'honneur de présider ce colloque qu'il a rendu possible et qui va donc en l'ouvrir. Je vous passe la parole, monsieur le rapporteur. Tu es trop modeste, Mathias. Il y a une personne qui l'a rendu possible, c'est toi. Je me souviens d'un soir, ça devait être du côté de Chamonix, il y a quelques mois, il y a bientôt un an, où tu m'as dit j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays, j'ai envie de faire quelque chose pour la jeunesse. En termes de formation professionnelle, on n'est pas assez bon. Sur le numérique, on ne va pas assez loin. J'ai envie d'inclure tout le monde, j'ai envie de réduire les inégalités. C'est la pierre à l'édifice que j'ai envie d'apporter. Et tu m'as dit est-ce que tu seras d'accord le jour venu pour me donner un coup de main? Alors, venir vous parler quelques minutes ce matin, c'est bien peu. C'est bien peu de choses. C'est pas un honneur, c'est un plaisir pour moi. Un honneur pour vous, c'est un honneur pour moi et un plaisir pour moi que d'être avec vous pour ouvrir ce colloque. Et j'espère, et je suis sûr que ça ne s'arrêtera pas à ce stade et qu'on aura une collaboration, une coopération la plus efficace dans les mois et les années à venir. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je voudrais commencer en adressant un grand remerciement au think tank le plus important pour cette invitation, qui, je sais, une invitation à un colloque de très grande qualité. Je tenais à vous remercier de me permettre d'introduire le propos. Alors je crois que Roland n'a pas pu venir, mais il fait une intervention. Il est avec vous? Il arrive. Ah bah alors c'est très bien. Roland sera là avec vous. Donc il est là. Il est là? Ah bah voilà. Roland, c'est notre monsieur économie. C'est le président de la commission des affaires économiques, le président incontesté et incontestable de la commission. On verra. Et donc il vient nous parler avec beaucoup plus de connaissances et de talent que moi de toutes ces questions économiques. Il y a environ 24 ans, c'était en 1995, un président de la République en campagne, Jacques Chirac, dénonçait la fracture sociale, à la fois symptomatique et explicative de la montée inexorable du chômage et des inégalités. En revanche, il y a 24 ans de cela, le numérique n'était pas développé comme il est aujourd'hui. Quand on regarde un peu en arrière, les filières industrielles n'étaient pas irriguées par l'innovation et n'étaient pas traversées par le numérique comme il est aujourd'hui. Pourtant, je suis fils d'ingénieur, mon père construisait des bécanes pour Bulle dans la région de Grenoble à l'époque. Il me disait tu verras un jour les ordinateurs, il y en aura dans tous les foyers, on ne pourra plus rien faire sans les ordinateurs. Puis on regardait avec nos yeux d'enfant en disant mais de quoi il nous parle, qu'est-ce que c'est que le numérique? Et puis finalement en quelques années, en 2 décennies à peine, le numérique est devenu absolument omniprésent. Vous faites à travers ce colloque et votre action quotidienne un travail réel de fond. Ce pourquoi vous nous réunissez aujourd'hui, c'est une promesse d'égalité, une promesse de justice, une promesse de progrès, autant social que technique et technologique. J'ai compris que c'était ça le plus important. Dans un monde où la progression technique s'empresse et se hâte, comment accélérer aussi le progrès social? Plutôt que d'adopter le discours réactionnaire à la mode face à l'emballement technologique actuel, vous répondez de la meilleure des manières et vous appuyez sur celui-ci. Le numérique n'est pas notre ennemi, par contre il faut être capable de l'apprivoiser. Trop d'erreurs ont déjà été faites, et finalement généraliser l'utilisation de l'application du compte personnel de formation, le CPF, est un grand pas pour la valorisation du travail fait et bien fait. C'est un grand pas vers la réduction des inégalités, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une telle avancée s'accompagne de nombreux problèmes. C'est aussi pour cela que nous sommes réunis et que vous êtes ici réunis aujourd'hui. À travers les ateliers de design thinking que vous avez mis en place, des solutions pourront être évoquées au cours d'une discussion passionnante afin de minimiser les risques. Les nombreuses personnalités présentes aujourd'hui sauront sans aucun doute apporter leur expertise en matière de ressources humaines et de management, ainsi que leurs connaissances d'innovation les plus efficaces. Il est primordial de conserver un dialogue constructif, nourri entre nos différents métiers, fonctions ou activités. Comment négocier et avancer sans l'avis de toutes et tous? Quand je vois aujourd'hui parmi vous des membres du secteur privé, des partenaires sociaux, ainsi que des collègues du secteur public, je me réjouis de voir que finalement les conditions sont réunies et me tarde d'en connaître les conclusions.
Le numérique comme outil quotidien passe en effet par le plébiscite. Une application comme le CPF devient caduque si personne ne devait l'utiliser. Comment intéresser nos concitoyens? Comment leur faire réaliser l'avancée que représente cet outil? Leur faire comprendre que malgré les dérives dont on entend parler tous les mois, il reste une aide indispensable tous les jours. Les récents sondages, le YouGov notamment, montrent que les Français sont plutôt réticents devant la formation professionnelle, soit parce qu'elle est perçue comme non prise en compte par les dirigeants politiques, soit parce qu'ils pensent que la formation professionnelle ne répond pas aux besoins du monde de l'entreprise. Dans les deux cas, le CPF est une amélioration notable. Le numérique est encore trop inexploité pour y résoudre les multiples inégalités d'accès à l'emploi, de valorisation des compétences, de valorisation du travail. Il n'est pas un ennemi, mais un allié. Un allié qui peut être à surveiller, mais un allié quand même, c'est absolument indiscutable. Et c'est pour ça que je pense que ce colloque est très important. J'espère que vous arriverez à nous aider à progresser, que j'interpellerai avec efficacité les acteurs publics, et notamment les pouvoirs publics représentés par les membres du Parlement ici présents, mais également par les membres du gouvernement, qui ont communiqué avec vous grâce au numérique et qui suivront vos conclusions par le même chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Je passe désormais la parole à Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques, qui nous fait l'honneur d'introduire ce colloque et de le présider. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour à tous et à toutes, et merci à vous en fait. Moi je ne mérite aucun autre remerciement que le plaisir et l'honneur de présider formellement cette séance avec Olivier, qui est un de mes collègues, franchement, que j'ai découvert depuis 2 ans et qui fait partie, je l'espère modestement avec moi, de cette nouvelle génération de députés qui ont eu une vie avant la députation, qui, je n'en doute pas, en auront une après, n'est-ce pas? Mais qui souhaitent consacrer un certain nombre d'années au service du public, de la chose publique, dans une très belle maison qui est la nôtre, mais qui est aussi avant tout la vôtre, puisque l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, et donc je souhaite avant tout vous souhaiter la bienvenue chez vous. Remercier Mathias Dufour, qui a l'air très serein aujourd'hui, mais qui a littéralement sué du sang et des larmes pendant des semaines pour s'assurer que ce colloque soit un vrai succès. Il nous a convaincus assez tôt, Olivier et moi, de co-parrainer ce colloque. Il a aussi convaincu les ministres. Je n'étais pas là pour assister à leurs vidéos, mais je les avais eues avant, donc je les ai regardés également, d'être parmi vous virtuellement. Et on est très heureux de pouvoir ici vous avoir et être avec vous pour évoquer ce sujet essentiel. On est aujourd'hui évidemment dans une révolution qui n'a rien à envier à l'invention de l'imprimerie. Elle va littéralement transformer les phénomènes économiques, sociaux et sociétaux dans les décennies qui viennent. Elle a commencé il y a 30 ou 40 ans, peut-être même un peu plus formellement chez IBM avec l'invention de l'ordinateur, mais elle s'accélère et l'intelligence artificielle évidemment est un tournant dans ce tournant qui je pense nous amène beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. C'est un défi économique très important et qui, comme toutes les révolutions, nous donne un certain nombre d'opportunités. Je pense que vous allez y passer beaucoup de temps aujourd'hui, mais nous donne aussi énormément de risques, donc il faut être conscient. Olivier l'a dit, la fracture sociale et la fracture territoriale aujourd'hui, ce sont des réalités. Elles sont au cœur de toutes les élections et de tous les résultats des élections qu'on a dans le monde entier depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et donc si on n'arrive pas à s'assurer que cette révolution numérique, cette révolution technologique, elle profite à tous et partout, on aura échoué. Et même aujourd'hui, les grands mandarins de la nouvelle technologie de la Silicon Valley qui se sont enrichis de manière parfois un peu exagérée grâce à ces révolutions le réalisent. L'acceptabilité sociale de la révolution technologique est une condition sine qua non de son succès. Et donc je ne vais pas vous embêter avec tous les enjeux sur la taxation des profits du numérique et autres, mais ce sont des sujets essentiels pour assurer l'acceptabilité sociale de cette révolution numérique et accessoirement la volonté des citoyens ordinaires et des PME de continuer à payer l'impôt parce qu'elles le payent et le payent beaucoup plus que ces GAFA. On avait hier à la commission économique une audition sur la robotique et on avait une experte de l'OCDE qui nous disait que dans les années qui viennent, c'est 1/3 des emplois qui vont changer de manière significative
du fait de la révolution technologique. Et on a 14% de mémoires qui vont disparaître, et cela va falloir les remplacer par d'autres, et on sait bien qu'il y a des nouveaux emplois qui se créent tous les jours, mais surtout, un tiers des emplois qui vont être modifiés eux-mêmes de manière significative du fait de cette révolution. Et donc évidemment, les enjeux de formation et d'apprentissage sont essentiels. C'est une opportunité numérique pour l'apprentissage, j'en suis convaincu, avec à la fois un enjeu, je dirais, de fin et de moyen. Il faut qu'on forme davantage de nos concitoyens, y compris ceux qui aujourd'hui sont peu éduqués, au numérique, de manière à ce qu'ils participent à cette révolution, je dirais, de manière directe. Il y a aujourd'hui 80 000 emplois dans le numérique en France qui ne sont pas remplis. Et c'est des emplois qui ne sont pas des emplois d'ingénieurs, qui sont aussi des emplois de techniciens, des emplois de programmeurs. Et de ce point de vue-là, ce sont des débouchés qu'on doit pouvoir donner à nos concitoyens qui n'ont que peu ou pas d'éducation. Et ça, évidemment, c'est l'apprentissage qui va y répondre. Mais aussi, le numérique, c'est un moyen. C'est un moyen parce que apprendre par et avec le numérique, évidemment, peut permettre de rejoindre des populations qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Et donc, c'est essentiel d'intégrer ça dans nos parcours de formation. Aujourd'hui, la formation à distance, la capacité à apprendre de manière plus efficace avec le numérique est un élément essentiel. On a eu le ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure en vidéo. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui se font à côté de l'Éducation nationale qui permettent de donner accès à des jeunes, à des formations numériques ou à des formations en numérique auxquelles l'Éducation nationale, aujourd'hui, il faut le reconnaître, est incapable de donner accès. Et donc, il faut aussi repenser, évidemment, nos modèles éducationnels et être capable d'intégrer cette nouvelle forme d'apprentissage qui existe. Le numérique, ça permet de rendre l'apprentissage accessible à tous. La fracture sociale, aujourd'hui, elle est en partie résorbée par le fait que dans ces écoles numériques, on n'est plus dans une logique traditionnelle où dites-moi ce que vous avez fait comme diplôme, je vous dirai où vous pouvez aller. Ce qui compte avant tout à l'école 42, au wagon et à quelques autres, c'est qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous voulez faire. Et de ce point de vue-là, évidemment, il faut saluer ces initiatives et les accompagner. Donc le numérique, c'est une opportunité exceptionnelle pour l'apprentissage. C'est aussi une opportunité exceptionnelle pour développer l'employabilité des gens qui sont aujourd'hui exclus du marché du travail. Une part essentielle de notre campagne, j'en suis convaincu pour Olivier et pour moi, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles on s'est investi, c'est qu'en France, il y a, les économistes parlent de modèle insider-outsider, des gens qui sont dans le système et qui ont un des meilleurs systèmes de formation, de protection sociale et d'emploi et de retraite du monde, et des gens qui en sont exclus, en partie du fait de l'exclusion au niveau de l'école, beaucoup travaillé là-dessus, mais il en reste encore, et une partie évidemment du fait de l'exclusion à la formation tout au long de la vie. Et le numérique évidemment permet d'avoir une flexibilité en termes d'horaire, en termes d'organisation, de responsabiliser davantage les acteurs, qui permet de réintégrer des gens dans le système de formation qui aujourd'hui n'y sont pas. La mobilité sociale augmente grâce au numérique. On a aujourd'hui un vrai défi qui est que l'ascenseur social n'est pas en panne, mais il n'avance pas très vite. Il faut aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 3, 4 ou 5 générations, à quelqu'un qui est dans le dernier décile de revenus pour que ses descendants puissent monter dans les déciles supérieurs. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Et c'est aussi des moyens d'améliorer l'employabilité des personnes en situation de handicap. Moi, j'ai visité une entreprise dans le Rhône qui fait, dans sa raison d'être, dans sa mission, de l'emploi des personnes en situation de handicap, un véritable objectif stratégique. Et évidemment, la robotique, le numérique fait que c'est plus facile aujourd'hui d'employer des gens qui ont des difficultés physiques dans ce type d'emploi. Alors, il ne faut pas être totalement naïf. L'intelligence artificielle crée des défis, notamment dans la reproduction de biais traditionnels qui existent aujourd'hui, notamment, ce n'est pas le cas dans cette salle et je m'en félicite, mais les enjeux d'égalité femmes-hommes. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement mettre dans une énorme machine toutes les données qu'on a sur ce qui s'est passé dans le passé et essayer d'en inférer ce qui va se passer dans l'avenir. Si vous ne corrigez pas les données que vous avez des biais traditionnels qui existent,
vis-à-vis par exemple, des situations de handicap, vis-à-vis des femmes, vous risquez de vous retrouver avec un beau modèle qui vous donne exactement le résultat contre lesquels vous aimeriez vous battre. Donc, par exemple, les cabinets de recrutement qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle doivent intégrer ces enjeux dans leur processus. Alors aujourd'hui, je pense que vous êtes évidemment au cœur de tout ce que je viens de partager avec vous, puisque vous cherchez à traiter les enjeux du numérique au service de la reconnaissance des compétences et de l'employabilité de manière à en faire une affaire de tous. Donc d'une certaine manière, bravo à vous de traiter ces sujets aujourd'hui, et je suis très heureux, je le répète, qu'on puisse le faire ici, Olivier et moi, dans la maison au nom du peuple. Et donc je ne vais pas être beaucoup plus long, si ce n'est conclure sur le fait qu'on est au cœur d'une révolution aujourd'hui, que comme toutes les révolutions, heureusement pour l'heure, elle est pacifique, mais comme toutes les révolutions, elle suscite des peurs, elle suscite des espoirs, et pour que les espoirs l'emportent sur la peur, il faut que des gens comme vous, des gens comme nous, du secteur privé, du secteur public, en France et à l'international, s'en saisissent de manière à s'assurer qu'on prenne le bon chemin. Vous nous y aidez, donc merci encore, bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette introduction. Je vais passer la parole à aux intervenants de première table ronde. Juste très rapidement, vous présenter la journée avant et puis aussi un peu vous dire qui nous sommes, parce que je suppose que pour la très grande majorité d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler de l'hashtag le plus important avant de recevoir notre invitation. Donc, comme l'a dit Olivier Véran, notre hashtag le plus important, c'est une initiative citoyenne qui est née de la prise de conscience que la fracture territoriale, la fracture sociale dont parlait Roland Lescure, traversent tous les pays développés, sont durables, sont nourries par des tendances de fond et qu'elles peuvent menacer potentiellement la cohésion sociale de notre pays, ce qui est de notre point de vue le plus important, au moins autant que l'urgence climatique, et que face à ça nous ne sommes pas désarmés, nous avons des moyens d'action, et notamment l'investissement dans les compétences, dans les capacités de tous nos concitoyens pour, entre guillemets, permettre à la France d'en bas de raccrocher le train à la France d'en haut. Et ce combat pour l'employabilité, c'est le nôtre que nous menons à la fois en faisant des propositions concrètes de politique publique et pour les acteurs privés. C'est typiquement ce que nous faisons dans le cadre de ce colloque. Et puis aussi, ce qui est plus original pour un think tank, nous avons un réseau de professionnels qui consacrent du temps bénévolement pour aider des projets de terrain qui concrètement aident les jeunes à réussir à l'école, à éviter les crochages scolaires, les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, pour aider ces projets à grandir et à démultiplier leur impact social sans attendre la mobilisation des pouvoirs publics. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème de mettre le numérique au service de la reconnaissance des compétences et de l'employabilité de chacun? Parce que nous pensons qu'il y a une opportunité extraordinaire dans le numérique pour améliorer la reconnaissance des compétences des gens peu qualifiés. Dans un pays où le diplôme a une importance déterminante, non seulement sur l'entrée d'un carrière, mais sur tout le parcours professionnel, et que les gens qui ont manque de diplôme et qui développent des compétences ont du mal à les faire reconnaître, et que le numérique offre des solutions totalement innovantes. Et c'est potentiellement un game changer. Ça va d'ailleurs être l'objet de la première table ronde. Il y a beaucoup là on parle en fait des badges numériques. Il y a beaucoup d'initiatives publiques et privées pour porter ces badges numériques, mais il manque un peu un cadre national pour porter ces badges à l'échelle nationale, et donc ça va être l'enjeu de la première table ronde. Il ne peut pas y avoir de développement des badges et plus globalement de ces outils numériques sans une implication directe et massive des entreprises. Et nous sommes convaincus que c'est dans leur intérêt propre, c'est dans l'intérêt de leurs salariés, mais c'est aussi dans l'intérêt des entreprises d'utiliser ces outils numériques. Et donc ça va être l'enjeu de la deuxième table ronde, de voir comment les engager à intégrer la reconnaissance des compétences dans leur processus RH pour favoriser l'employabilité, les mobilités, les transitions professionnelles. Souvent en France, on a tendance à avoir une perspective un peu trop centrée sur nous-mêmes. Or, à l'évidence, les tendances dont nous parlons sont internationales. C'est pour ça qu'il nous a semblé important d'apporter spécifiquement des perspectives internationales dans ce colloque. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une experte de l'OCDE ainsi que
ainsi qu'à Glenda Quintini, et puis à Gilles Babinet, qui est champion de la France pour le numérique auprès de la Commission européenne, pour apporter ses perspectives internationales. Ensuite, l'après-midi sera consacré au CPF, car notre conviction, c'est que le CPF peut être un outil absolument extraordinaire pour tous nos concitoyens, non seulement en matière de formation, mais plus largement d'orientation professionnelle. Et donc nous aurons deux tables rondes à ce sujet. Je précise que nous avons en parallèle, en ce moment, dans une autre salle de l'Assemblée, un atelier de design thinking qui est en train de se dérouler avec plusieurs dizaines de participants. On a pris des usagers finaux du CPF. Il y a des agriculteurs, des jeunes de banlieue, des personnes en recherche d'emploi. Enfin, on a pris un panel le plus large possible qui réfléchissent en direct à des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire sur comment est-ce que faire en sorte que le CPF réponde à leurs besoins. Voilà, on a choisi de partir des besoins. Comment faire en sorte que le CPF soit le plus utile possible pour l'orientation professionnelle de tout le monde. Voilà, j'en ai terminé, je vais passer la parole à Fabienne Chiche et Aurélie Vandevel qui vont animer la première table ronde. Merci à tous. Un mot pour remercier nos partenaires, parce que évidemment c'est un peu lourd d'organiser tout ça, et donc c'est grâce au soutien du cabinet Orphos de la Fédération de la formation professionnelle qui est présent dans la salle, et je tiens à saluer tout particulièrement, ainsi qu'à JobsFreak et Opcalia aussi, notre partenaire, que cet événement est possible. Et de manière générale, nous cherchons à nous développer, nous sommes 280. Tous bénévoles, nous avons plein d'actions à mener. C'est le 8e colloque national que nous organisons. Nous travaillons sur plein d'autres thèmes. Là, notamment dans le cadre du pacte productif, nous travaillons sur comment diversifier l'accès au talent dans la tech et rendre la tech plus inclusive. Et donc, nous sommes aussi en recherche de partenariats pour nous aider à grandir. Merci à vous.